RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Crise économique et politique, explosion dans le port de Beyrouth, le Liban est tristement à la une de l'actualité ces derniers mois. Mais derrière l'histoire avec un grand H, c'est presque 7 millions d'histoires individuelles qu'il faudrait raconter, le Liban et sa mosaïque communautaire, religieuse. Laure Stéphan, bonjour. Bonjour. C'est ce que vous avez essayé de faire dans ce nouveau livre intitulé Libanais, dans la collection Ligne de vie d'un peuple, aux éditions Atelier Henri Daugier. Vous êtes parti à la rencontre de ce peuple libanais, vous, la journaliste indépendante, installée au Liban depuis 2008. Alors vous écrivez sur le Liban, c'est une terre complexe, où la simple évocation des communautés qui cohabitent sur son sol donne le tournis. Vous pouvez nous expliquer cette phrase ? Alors donne le tournis parce qu'on essaye souvent de lire le Liban effectivement à travers ses communautés, puisque c'est un pays avec déjà un système politique multiconfessionnel, c'est un pays aussi où les communautés ont des prérogatives, et donne le tournis parce qu'on parle de 18 communautés, on parle de chrétiens et de musulmans, on parle de différentes branches à l'intérieur de chacune de ces religions, et donc voilà, c'est extrêmement complexe. Mais vous dites que on est membre d'une communauté avant d'être une personne, pour ce qui est de l'ordre du droit, pour ce qui est de l'ordre du mariage, pour ce qui est de l'ordre des funérailles. On a un peu de mal à comprendre ça en France. On est chiite, on est chrétien maronite avant d'être un individu ? Alors ça, c'est le statut personnel qui veut ça, effectivement, et qui renvoie chacun sans cesse à sa communauté, puisque comme vous venez de le dire, pour se marier, on doit se marier suivant la communauté à laquelle on appartient. Pour être enterré, ça se fait également selon la communauté à laquelle on appartient. Donc il y a tout le temps un aller-retour entre un désir de citoyenneté qui a été exprimé au moins l'an dernier, lors du soulèvement de 2019, et puis la vie quotidienne qui fait que voilà, le statut personnel nous renvoie à notre communauté. Vous n'avez pas souhaité, dans toutes les interviews que vous avez faites, parce que pour écrire ce livre, vous avez rencontré beaucoup de Libanais, vous n'avez pas souhaité, en parlant d'eux, les décrire comme membres de telle ou telle communauté. Pourquoi ce choix ? Alors parce que je crois justement que c'est une lecture qui pèse peut-être trop sur le Liban et sur les Libanais, où on croit comprendre beaucoup de choses quand on sait à quelle communauté appartient un Libanais. Alors c'est en partie vrai, il y a une théologienne, Naïla Tabara, qui l'explique très bien, et on porte, quand on est Libanais, on porte la mémoire de sa communauté, mais on peut aussi se projeter et être en dehors de sa communauté. Donc moi, je voulais pas m'arrêter à cette lecture-là. Et par ailleurs, j'ai eu envie, en écrivant ce livre, d'écrire un livre aussi rassembleur que possible dans un pays qui est très divisé. Et il me semble que justement, en ne mentionnant pas la communauté, on peut peut-être se rendre compte qu'en réalité, donc on ne sait pas si telle personne appartient à telle ou telle confession, mais on le devine quand même, propos... en lisant, on le devine. Au bout d'un moment, on devine qu'ils sont plutôt musulmans, qu'ils sont plutôt chrétiens, qu'ils sont plutôt druzes. Oui, on le devine. On le devine quand même. Okay. Alors, devinons-le, pourquoi pas. Mais justement, en tout cas, ce que j'espère mettre en avant, c'est que les points communs sont plus importants que cette fragmentation selon laquelle on irait ou on entrerait toujours au Liban. Alors c'est ce que vous écrivez, Laure Stéphan, vous dites « J'ai souhaité ne pas réduire les Libanais à leur division ». Mais est-ce possible dans un pays aussi profondément divisé ? Je pense que c'est possible. Je pense que sur certains sujets, il y a une possibilité d'unité. Je pense que si on est toujours en fait sur le plan politique, la division va effectivement sans cesse affleurer. Mais il y a beaucoup de sujets de société, des questions de société sur lesquelles des Libanais sont engagés, impliqués, on le voit dans ces pages, et sur lesquels ils se rejoignent. Vous avez rencontré beaucoup d'hommes et de femmes au Liban. Allez, je vais vous demander de choisir 2 personnes, 2 portraits qui vous ont vraiment plu, qui vous ont vraiment touché par leur sensibilité, leur profondeur. Vous choisiriez qui ? C'est difficile, mais allez-y, choisissez. C'est difficile, mais je pense que je parlerai peut-être de Wadad Halwani et de Souad Karam, qui sont toutes les deux des femmes dont le mari a disparu pendant la guerre. Ça, c'est un sujet dont on parle régulièrement au Liban, mais c'est vraiment une question humaine très
très choquante. Et c'est aussi la lutte qu'elle mène, c'est une lutte quelque part pour la réconciliation des Libanais, puisque ce sont donc des femmes dont les maris ont été enlevés ou ont disparu à un barrage pendant la guerre. Aujourd'hui, elles ne sont pas dans une démarche de demander des comptes, elles sont dans une démarche de demander la vérité. Et quelque part, on est dans un pays, la première partie s'intitule « Un si long après-guerre », on est dans un pays où la guerre n'est pas terminée. Certains parlent de fausse paix, et donc la lutte qu'elle porte est une lutte qui pourrait permettre d'aller vers cette paix. L'entretien de la semaine. RCF. Alors Stéphane, vous venez de parler à l'instant de fausse paix. Dans ce chapitre, un si long après-guerre, on s'interroge, mais est-ce que les Libanais ont tourné la page de la guerre? Je rappelle, une guerre qui a eu lieu entre 1975 et 1990. Est-ce qu'aujourd'hui, les Libanais ont vraiment tourné cette page ou pas vraiment? Alors, ils ont tourné la page de la guerre dans le sens où on n'est plus dans la violence de ce qu'a été la guerre civile. Mais s'il y a 2 points au moins sur lesquels cette page n'a pas été tournée, c'est sur la peur qui reste lancinante toujours que la guerre puisse revenir, comme si les fondements de la paix justement n'avaient pas été établis. Et par ailleurs, c'est l'absence de vérité. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus problématiques. Il y a eu une amnistie donc après la guerre. Il n'y a pas eu de vérité sur ce qui a été commis. Il y a toujours des disputes, qu'elles puissent être des disputes d'intellectuels ou des disputes de personnes qui ont vécu ou subi la guerre. Et il n'y a pas la possibilité d'avoir une vérité avec un grand V sur ce qui s'est passé. Et cela pèse sur le climat et jusqu'aujourd'hui, sur tous les événements qui se passent. Il y a toujours un manque de vérité, une possibilité de manipuler les choses et c'est extrêmement mortifère. Alors une petite touche de légèreté quand même, le sens de l'humour des Libanais. On s'étonne, on vous lit et vous dites le sens de l'humour des Libanais a décuplé à cause des tragédies. Encore aujourd'hui, ils gardent le sens de l'humour, les Libanais ? En toute chose, et à tout instant, toute décision politique un petit peu bancale ou même pas bancale va donner lieu à des blagues. Et c'est vrai que c'est un ressort, c'est ce qui permet de continuer à avancer. Concernant l'exode, est-ce que aujourd'hui au Liban, tous ces jeunes et moins jeunes Libanais que vous avez rencontrés, quelle que soit leur communauté, ont envie de rester dans leur pays ou ils ont envie de partir ? Il y a des Libanais qui veulent rester, des Libanais qui sont peut-être aussi désespérés que ceux qui ont décidé de partir, mais qui souhaitent travailler de l'intérieur, je dirais. Dans toutes les communautés ? Je pense dans toutes les communautés, oui. Et il y a des Libanais, on assiste en ce moment effectivement à des départs de jeunes et également dans toutes les communautés ou à des envies de départ puisqu'il n'est plus si facile d'obtenir un visa. Je pense que ce qui est nouveau dans les départs, c'est le fait qu'il y ait des départs clandestins qui se multiplient. Il y a toujours eu un petit peu des tentatives depuis le Liban dans les dernières années de partir, mais de la part plutôt de Syriens ou de Palestiniens. Et là, des Libanais extrêmement marginalisés, pauvres, essayent aussi de quitter le pays. Vous écrivez que 45% des Libanais seraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. C'est les conséquences de la crise financière de 2019 ? Absolument, on parle même maintenant de plus de 50% de la population sous le seuil de pauvreté. Alors, il faut savoir qu'il y avait à peu près un tiers des Libanais déjà qui étaient sous le seuil de pauvreté avant cette dégringolade économique. On n'en parlait pas beaucoup parce que c'est sans doute pas une image, qu'on associe au Liban. Et la situation ne fait que se dégrader puisque tout ce qui était un petit peu les piliers de l'économie sont en train de se désagréger ou de s'affaiblir. Est-ce qu'il existe encore une classe moyenne aujourd'hui au Liban ou est-ce qu'elle a disparu, alors Stéphane ? Alors cette classe moyenne, en fait, on dit qu'elle a disparu même depuis la fin de la guerre. On parle tout le temps de sa disparition. En fait, elle a continué à exister, mais en étant appauvrie par rapport à la classe moyenne telle qu'elle existait avant la guerre. On voit aujourd'hui cette classe moyenne également se diminuer, enfin en tout cas perdre beaucoup de ses possibilités. Je pense qu'elle va continuer à exister. Tout va dépendre de l'émigration qu'on ne pourra mesurer en réalité que dans quelques mois. Mais c'est une classe moyenne appauvrie, c'est pas une classe moyenne supérieure. Quel rôle jouent les églises pour soutenir la population dans cette situation de pauvreté ? Parce que vous avez des portraits de religieuses, je pense notamment à sœur Antoinette Assaf du dispensaire Saint-Antoine. Quel rôle jouent les églises ?
Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui peut être les églises, les représentants eux-mêmes, et les initiatives sociales sur le terrain. C'est celle-là que je connais mieux, dont je pourrais parler. Sœur Antoinette Assaf, par exemple, donc qui a effectivement un dispensaire et qui est là. On pourrait dire que ce travail était une sorte de roue de secours dans les années précédentes pour justement les plus démunis qui pouvaient déjà être ou libanais, ou bien réfugiés, ou bien migrants. Je pense notamment aux femmes éthiopiennes ou philippines qui travaillent dans les maisons. Aujourd'hui, c'est plus une roue de secours, c'est vital. Et ces différentes initiatives sociales que j'ai pu suivre au cours des derniers mois, les personnes qui les mènent disent qu'elles font face à une demande qu'elles n'ont jamais vue et qui va être de plus en plus difficile à prendre en charge. Alors Stéphane, sincèrement, vous qui vivez au Liban, vous êtes confiante pour l'avenir ou vous êtes plutôt inquiète? Très sincèrement. Je suis très inquiète de la situation actuelle puisque on voit un appauvrissement qui est extrêmement rapide, qui rend les gens très vulnérables. On voit beaucoup de divisions. On est donc dans un pic haut des divisions. On voit des discours aussi de séparation. Donc tout ça ne peut rendre que très inquiet. Il faut aussi dire que la situation régionale aussi pèse toujours sur le Liban et qu'en ce moment elle est très tendue. Après, on peut jamais préjuger de rien avec le Liban et donc je continue à espérer, malgré tout et malgré l'inquiétude, je continue à espérer que les choses puissent s'arranger. Merci beaucoup, Laure Stéphan. Merci pour ce livre libanais dans la collection Ligne de vie d'un peuple aux éditions Atelier Henri Daugier. Je vous conseille vraiment ce livre pour mettre beaucoup d'humanité, mettre des visages, mettre des personnes derrière ce que l'on appelle trop rapidement la situation libanaise. Merci à vous, Laure Stéphan. Merci à vous, Thierry.